l'hôpital en mode Opale, les voix d'un hôpital qui change. Deuxième épisode, on ne naît pas manager, on le devient. Longtemps, j'ai cru que gérer un service, ça s'apprenait sur le tas. Qu'il me suffirait d'observer, d'imiter et de reproduire ce qui avait été fait avant moi. Pour moi, le plus important, c'était d'être reconnu pour mes compétences médicales. Parce que c'était comme ça qu'on gagnait le respect de son équipe. Le reste suivrait naturellement avec le temps. Ça, c'est ce que je pensais il y a encore 1 mois. Mais voilà, je suis devenue chef de service à l'hôpital Simone Veil et je mesure que la réalité est légèrement plus complexe. Être médecin, ça, je sais faire. Mais être chef, c'est une autre histoire. Dans l'épisode précédent, Nathalie Sanchez, la directrice de l'hôpital, et Karim Lajgar, le président de la commission médicale, ont posé le diagnostic. Ce qu'il me faut, c'est une bonne dose de formation et d'accompagnement. Et chez Simone, ça s'appelle le Lab des managers. Il s'agit de 6 journées destinées aux managers, étalées sur 1 année, alternant des temps théoriques, des modules animés par les directeurs et le PCME, et des temps d'échange entre les participants et la gouvernance. Après tout, pourquoi pas ? Mais avant de sauter le pas, j'ai besoin d'un deuxième avis, de plusieurs avis même. Qu'en pensent celles et ceux qui ont suivi le lab, comme on dit ici ? 61 managers ont été formés depuis 2021. Je prends un café avec 3 d'entre eux. Clémence Mur, chef du service ORL, Maxime Gauthier, chef des urgences et du SMUR, et enfin Wided Hadjlarbi, cadre de santé apprenante en pneumologie. Ils m'expliquent chacun à leur manière ce qu'ils ont retiré de cette expérience. Devenir chef de service, pour moi, déjà, c'était pas du tout un projet. C'était pas naturel du tout. Bon, comme on le sait, quand on est médecin, on n'apprend pas à manager. On n'est pas très bon en communication avec les autres professionnels de santé. Autant avec les patients, ça se passe plutôt bien. Mais entre pairs, c'est un peu plus compliqué. On a des formations, on en a plein en médecine. On a des cours d'anglais, on a des cours d'éthique, on a tout plein de cours, on a des cours d'économie de la santé. Mais jamais une seule fois, on a un cours sur le management. Même ce mot-là, je crois qu'on ne le connaît pas. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir un accompagnement avant de prendre le poste de chef de service. Donc, je pense que ça, c'était vraiment bien parce que j'ai eu des notions que je n'avais pas du tout, comme manager une équipe, savoir écouter et puis avoir la nouvelle casquette, quoi. C'était pas rien. Moi, j'ai fait partie de la première promotion de Simone Veil du Lab des managers. On s'est retrouvés en groupe de pairs, de médecins, qui prenaient des responsabilités dans l'hôpital. Donc, on a fait un test de personnalité. Moi, j'avais jamais fait ça dans ma vie. Dans beaucoup d'autres métiers, c'est fait de façon systématique. Les gens, ils savent comment ils sont et comment ils réagissent avec les autres. Nous, c'est pas le cas dans la médecine. Donc, grâce à ce test de personnalité, j'ai pu apprendre comment j'étais moi, mais surtout comment étaient les autres. Ça m'a appris à m'adapter. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. D'habitude, il faut s'imaginer que quand on interagit, c'est pour parler d'un patient ou alors pour demander est-ce que toi, tu as un lit de libre ? Moi, j'ai plus de lit. Est-ce que tu peux me prendre un patient ? Voilà, des situations qui sont souvent conflictuelles. Donc, pour une fois, on interagissait en terrain neutre, sans conflit, sans rien. Il faut savoir que quand on est médecin, souvent, les médecins, c'est les bonnes personnes, l'administration, c'est les mauvaises personnes. Je caricature un petit peu, mais il y a vraiment un fossé entre ces 2 mondes-là. Et le fait de les avoir côtoyés pendant le Lab des managers, forcément, le dialogue a été créé et plus facilement, on va vers eux ensuite. J'ai pu monter des projets un peu grâce au Lab des managers, tout simplement parce que le directeur qu'avant on appelait monsieur, avec qui on avait beaucoup de distance, après le Lab des managers, on s'appelle par notre prénom, on s'appelle dès qu'on a un souci. Et je pense que vraiment, ça tisse des liens, c'est assez important. Et surtout, ne pas se sentir seul. Parce qu'on se sent très vite seul quand on est chef de service. On a peur de demander de l'aide. Parce qu'on se dit, si je demande de l'aide, on va croire que j'y arrive pas. J'ai pas envie de montrer que j'y arrive pas, donc j'ose pas demander de l'aide. Je pense que ce projet managérial, c'est savoir se réunir, savoir interagir, savoir parler des difficultés et oser parler des difficultés. C'est ça qui est important. Moi, je m'appelle Maxime Gauthier, je suis le chef de service des urgences et du SMUR de l'hôpital Simone Veil depuis maintenant 2 ans. Parmi les choses les plus importantes que j'ai apprises dans le Lab des managers, c'est essentiellement
La temporalité, savoir que les choses parfois prennent du temps. Et comme tout jeune chef de service, je pense, j'ai voulu mettre en place beaucoup de projets en même temps, avec l'idée que une énergie phénoménale au départ serait comme l'énergie nécessaire pour une fusée qui décolle de l'atmosphère. Et que finalement, prendre le temps de bien construire, tramer, réfléchir. Prendre le temps aussi dans les relations humaines et de poser les choses et de se rendre compte que les gens arrivent aussi tous avec leur histoire et que... c'est beaucoup de rencontres. Moi, dans mon service, on est au total 170. Donc, il y a beaucoup de prénoms à retenir, mais il y a aussi beaucoup d'histoires et beaucoup de parcours. Et c'est vrai que cette posture managériale est fondamentale parce qu'on ne peut pas être dans trop de réactivité, même s'il faut savoir l'être, ce qui est parfois paradoxal. On ne peut pas être dans trop de réactions à chaud ou d'envie d'aller vite pour monter un groupe de travail, une réunion, ou d'en monter plusieurs en même temps. Et il faut savoir prendre du temps. Et c'est vrai que ça me semblait aussi un outil managérial parmi d'autres et qui en fait est extrêmement structurant et que du coup je recommande aussi maintenant et que j'ai appris au travers du lab. Un autre outil qui m'a été aussi très précieux, c'était l'accompagnement par une coach. Et la question, c'est comment est-ce qu'on travaille avec l'autre, quoi. Si l'autre a un profil, alors donc moi je suis très expansif, social, j'aime beaucoup parler, je parle trop, même souvent en réunion on me dit Maxime, tu es gentil mais arrête de parler. Et d'autres sont plus dans la retenue, plus structurés, avec un profil plus analytique. Et finalement, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble. Donc cette partie-là était vraiment très intéressante. Et la partie plus personnelle, plus intime du coaching, c'est celle d'avoir un espace dédié pour vous avec finalement quelqu'un que vous apprenez à connaître, mais qui connaît votre métier un peu de loin, ou vos contraintes un peu de loin, et avec qui vous échangez, et qui a vécu beaucoup de situations managériales, et qui en fait vous éclaire sur des choses qui sont parfaitement transposables à votre activité. Et c'est un temps qui est vraiment aussi très structurant, parce que parfois on a une posture qui est assez seule, celui du manager, même si tout le monde vous dit bonjour et tout le monde vous voit comme une ressource. Il y a parfois des choses qu'on ne peut pas partager en équipe, et qu'on peut partager avec ce temps plus privé du coaching. Si je devais convaincre un jeune ou une jeune chef de service ou cadre de l'hôpital pour découvrir le lab, je dirais vraiment que moi j'ai gagné du temps. J'ai passé du temps pour gagner du temps. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui m'ont été utiles vraiment très très peu de temps après les formations dans des situations pratiques, qui m'ont donné aussi un espace d'échange et qui m'a préservé finalement parfois d'une immersion qui embarque aussi votre personne et où la limite entre le pro et le perso devient compliquée parce que vous repartez à la maison avec une charge émotionnelle et une intensité parfois forte dans les situations managériales que vous vivez. Et ça m'a permis de découvrir un peu en vitesse accélérée l'environnement de l'hôpital et ça permet de faire résonner, pour le coup ce terme de résonance il est souvent utilisé mais c'est vrai, de faire résonner des bons outils et beaucoup de bienveillance je trouve dans l'approche de fonctions qui sont structurantes pour un hôpital. Je m'appelle Wided Hadjlarbi, je suis cadre de santé apprenante affectée au service de pneumologie. Je suis un pur produit de Simone Veil puisque j'ai débuté à l'hôpital Simone Veil lors de mon stage de l'année du bac où j'étais venue en tant que secrétaire. Et voilà, cette découverte du milieu hospitalier, cet esprit un petit peu familial, ce côté où en fait il y a quand même cette approche où on se regarde tous, ne serait-ce qu'un bonjour par le regard, ou savoir si on va bien, ou si on peut vous apporter des solutions, même si on ne fait pas partie du même cercle de travail. Ça, c'est quelque chose qui est agréable. On peut s'arrêter dans un couloir en disant comment ça va, ça va pas, ou si ça va parce que je suis sur un super projet, j'ai envie, génial, est-ce que je peux t'aider ou est-ce que je peux apporter quelque chose? Et ça, je trouve que c'est une ouverture qui est tellement agréable en fait. Quand vous passez ce message aux équipes, eh bien, du coup, il y a des initiatives qui sont prises et quand elles sont vues, notamment, on est sur le mois sans tabac, eh bien, vous avez l'équipe qui fait des fiches d'information au travers des tableaux informatifs sur le mois sans tabac sans que ça vienne de moi. Mais à l'hôpital Simone Veil, on nous laisse l'opportunité de lancer un projet qui va peut-être pas aboutir, mais qui va peut-être être débuté et repris par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a cette opportunité. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a envie de s'investir, on a envie de mettre en avant toutes les belles choses qui sont entreprises à l'hôpital Simone Veil. Cette liberté de prendre des initiatives dont parle Wided, j'avoue que j'ai un peu du mal à y croire. D'abord parce qu'il faut du temps et des moyens pour mener des projets.
Et puis surtout parce que l'organisation d'un hôpital est tellement complexe qu'il est rare qu'on se sente libre de proposer des choses. Enfin ça c'est une autre histoire. Pour le moment, je suis en route pour mon premier Midi Manager. Une rencontre qui, d'après ce que j'ai compris, s'inscrit dans la continuité du lab. C'est un temps d'échange sur une thématique donnée avec des intervenants extérieurs venus partager leur expertise. Une sorte de mini-séminaire condensé en 2 heures chrono. Et comme son nom l'indique, il a lieu au moment du déjeuner pour les managers. Pour une fois, je suis à l'heure. J'arrive dans une grande salle qui ressemble à une salle des fêtes où des chaises sont disposées en rond. Il y a de quoi grignoter et pas mal de monde, dont quelques visages familiers. J'aperçois Maxime Gauthier et Nathalie Sanchez qui m'accueillent avant d'introduire la séance. Bienvenue à votre premier Midi Manager. Je vous propose de vous installer parmi vos collègues. Parfait, merci. Bien, bonjour à tous et puis merci d'avoir pris ce temps pour nous rejoindre au Midi Manager. Un petit rappel de cet espace, à quoi il sert. C'est un des espaces de notre dispositif de transformation managériale. Peut-être certains connaissent le café gourmand. Le Midi Manager, il a une autre intention dans une optique d'organisation apprenante, c'est de s'inspirer, de se nourrir d'apports extérieurs. Et à partir de ce que des experts extérieurs nous apportent, voir comment nous, là où on est comme manager dans les services de soins, dans d'autres services, ça résonne en nous les idées qu'on entend, les concepts, mais aussi comment on a envie de le mettre en action en tant que manager à l'hôpital Simone Veil. Le sujet, il est au cœur de notre mission, puisque le sujet, c'est le patient, l'usager. Enfin, on va discuter justement de tout ça. Et qu'évidemment, tout ce qu'on fait en tant que manager pour nos équipes, c'est in fine pour la prise en charge de nos patients et de nos résidents. Merci à tous. Les intervenants sont 3 ce jour-là, et ils ont tous une grande expérience dans le partenariat patient. Il y a d'abord Arlette de Carvalho. Elle est cadre de santé des secteurs extra-hospitaliers du pôle de psychiatrie et d'addictologie chez Simone. Elle mène actuellement une thèse sur les facteurs qui favorisent l'expression des savoirs expérientiels des patients. À côté d'elle, Muriel Londres se présente comme une e-patiente. Elle enseigne la perspective patient et coordonne la communauté professionnelle territoriale de Santé Val d'Oise Centre, une structure qui pilote les soins sur le territoire. Et enfin, le docteur Alain Mercier, président de cette même CPTS et directeur du département universitaire de médecine générale de l'université Sorbonne, Paris-Nord. Tour à tour, ils commencent par définir ce qu'est pour eux le partenariat patient. Le partenariat patient, je sais que c'est une pratique collaborative à tous les étages du système de santé, que ce soit dans les soins, les organisations, la formation, la recherche. Mais j'ai aussi envie de dire que le partenariat patient, ce n'est pas uniquement l'inclusion d'un patient expert ou d'un père aidant dans une équipe, c'est toutes les initiatives qui permettent de faire basculer d'un leadership majoritairement soignant vers un leadership partagé soignant-soigné. Il y a plein d'initiatives possibles et certaines plus modestes que d'autres, mais qui peuvent faire avancer cette pratique collaborative. Le partenariat patient. Alors, si je prends de mon expérience personnelle, en fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis quelqu'un qui a été quand même globalement traumatisé par le système de santé, et en tant qu'aidante, en tant que militante aussi, parce que j'en ai vu quelques-unes, mais surtout à titre personnel, surtout en tant qu'aidante, et j'étais quand même globalement extrêmement en colère dans ma vie contre tout. Et le fait de passer de l'autre côté, d'être sollicité en fait pour travailler notamment à la Haute Autorité de Santé et notamment au département universitaire de médecine générale, ça m'a amené en fait à shifter vraiment complètement en fait mon point de vue. Pour moi, en fait, le partenariat, mais du point de vue du patient, en fait, c'est vraiment ce changement de paradigme et le fait de se retrouver en fait contributeur. Et puis finalement comprendre aussi les enjeux, les rouages en fait du système de santé pour dépasser cette espèce de colère stérile en fait que je pouvais moi avoir. Mais ça c'est vraiment une réponse que je fais qui est personnelle quoi. C'est vachement dur de résumer ça en 2 phrases, Tony. Hein. Mais bon, bref. La première chose que j'ai envie de dire, mais vous l'avez tous dit collectivement, c'est le partenariat patient. Dire ça, c'est déboucher sur un polymorphisme en fait. Hein.
Un patient peut être témoin. Certains de nos patients, ils portent une expertise, que ce soit en éthique, que ce soit en communication. Des patients enseignants. Oui, patients enseignants. Je parle des patients enseignants. Tu as parlé de l'accueil, par exemple, tout à l'heure. Enfin, je veux dire, l'accueil, plus je vieillis comme médecin, je ne sais pas si on fait autre chose que de l'accueil. Et c'est pas quelque chose d'inné, quoi. C'est super important. Voilà, on n'a pas 2 fois la chance de faire une première bonne impression. Oui, c'est vrai, ça saute tout de suite à la figure. Et puis l'idée qu'on a tous, ou toutes, à mon avis, c'est que, oui, on est tous bien, on communique bien, on est bienveillant avec le patient, avec les personnes, et c'est pas du tout ce qu'ils peuvent ressentir. Et la violence qu'on peut porter dans nos propos, mais évidemment pas volontaire, ou alors de façon exceptionnelle, cette violence-là ressentie, et qui, moi, m'a sauté à la figure quand j'ai commencé à travailler avec les patients. Et franchement, moi, j'ai beaucoup appris, alors même que je pensais communiquer correctement, et t'as un bon petit soldat, un bon docteur, etc. Voilà, moi, ça m'a beaucoup apporté, c'est les 2 choses que j'ai envie de dire. Notre échange se prolonge pendant une bonne heure. On parle de l'expertise des patients, et notamment de ceux qui sont atteints de maladies chroniques, des incompréhensions fréquentes qui existent entre soignants et patients, de la violence involontaire que peuvent ressentir les patients dans leur parcours de soins, et enfin de toutes les initiatives qui existent pour améliorer ces relations. Beaucoup de paroles font écho à ce que je vis au quotidien en tant que médecin. À la fin de la rencontre, nous sommes tous invités à partager ce qui a résonné en nous et à proposer une initiative qui pourrait être appliquée dans nos services. Car il s'agit tout de suite de passer de la théorie à la pratique. Dans ce qui m'a marqué, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'a touchée, c'est qu'on est au cœur des transformations qui sont vraiment nécessaires à l'hôpital public. C'est une conviction. Et dans les actions, ce sera une proposition d'un module du lab, de notre dispositif du lab des managers, qu'on pourrait évidemment co-construire avec vous et avec les patients. C'était super intéressant et je vais continuer sur mon idée de temps d'échange citoyen avec les gens de notre bassin de population. Les entretiens patients, je trouve super idée pour les jeunes soignants ou les apprenants, donc j'aime beaucoup l'idée, ça, on va essayer de le mettre en place. Et groupe de travail soignant-patient pour 2025, je pense qu'on va faire ça. Alors moi je repars avec l'idée de le partenariat patient, c'est possible, malgré les réticences. Ce que je pourrais mettre en place, c'est l'idée de relecture des livrets ou des documents qu'on rédige. Moi, c'est le terme « oser » qui m'a fait aussi écho et qui correspond bien à la réalité du terrain, pour le coup. C'est que quand j'ai demandé à faire appel à Bref, pour une mère d'un de nos patients, j'ai vu la réaction du médecin. Excusez-moi, je parle du médecin parce que c'était vraiment le médecin. Oui, c'était réellement le médecin. J'ai eu cette sensation qu'il détenait en fait la vérité et le pouvoir aussi, et que c'était en deuxième intention de faire appel à ces fameux partenaires patients, vraiment. Donc c'est oser et faire face aux résistances. Voilà. Et ça a été une réelle difficulté. Oser. Et c'est pour ça que j'aime bien ce terme-là et qui me fait écho, c'est oser aller au-devant, proposer des choses innovantes, mais c'est pas toujours facile quand même en réalité et en pratique. Avec quoi je repars, il y a eu un mot tout à l'heure où on parlait de paternalisme, mais pas que médical, mais aussi paramédical à mon sens, où effectivement des fois on a cette toute-puissance où on veut enseigner les choses et on a la vérité, alors que finalement non. L'idée c'est de travailler ensemble et de construire la sortie du patient ensemble. Et voilà. Moi, je repars avec l'idée de faire avec les patients et non pas faire pour. D'ailleurs, si j'ai maintenant bien compris le projet managérial de chez Simone, ça pourrait en fait s'appliquer à tout le fonctionnement de l'hôpital. Faire avec son équipe et non pas faire pour. J'aime plutôt bien cette idée. Mais comment mettre tout ça en place concrètement dans mon service ? Comment redonner de la place et de l'autonomie à chacun ? Comment faire pour que tout le monde se sente libre d'agir et de proposer des projets, comme en parlait WeDead ? Je crois qu'il faut que j'aille encore frapper à quelques portes. Mais avant c'est décidé, je m'inscris à la prochaine session du Lab. L'hôpital en mode opale, une collection de podcasts originaux créés par l'hôpital Simone Veil, groupement hospitalier Aubonne-Montmorency.
une production signée Studio Ose. Reportage et écriture, Agathe Gilberg. Réalisation, Lénora Krief. Production, Lorraine Pagès. Pour en savoir plus sur l'hôpital Simone Veil et ses initiatives, retrouvez-nous sur hôpital-simoneveil.fr/podcast. À bientôt pour un prochain épisode.